Imaginez une ville de 10 millions d'habitants. Une ville où, sous les rues s'étend un autre monde, des kilomètres de tunnels, d'égouts, des galeries secrètes construites pendant la guerre froide. Un labyrinthe que personne ne connaît vraiment, sauf peut-être lui. On l'appelait Chrysolov, le preneur de rats. Et pendant 5 ans, au cœur du chaos qui sévit l'effondrement de l'Union soviétique, il a tué méthodiquement en silence dans les entrailles de Moscou. Ce qui rend cette affaire terrifiante, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est que personne officiellement n'a cherché à l'arrêter. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord comprendre le contexte. Et croyez-moi, le contexte ici, c'est tout. On est en 91, l'Union soviétique vient de s'effondrer. Du jour au lendemain, un empire de 300 millions de personnes n'existe plus. Les institutions s'évaporent, l'argent ne vaut plus rien et dans les rues de Moscou, des milliers de gens se retrouvent sans rien. Pas de travail, pas de filet social, pas d'avenir. Certains plongent dans l'alcool, d'autres dans la criminalité. Et beaucoup, vraiment beaucoup, finissent sous terre. Parce que Moscou a quelque chose que peu de villes au monde possèdent. Un réseau souterrain d'une ampleur hallucinante. Il y a bien sûr le métro, l'un des plus profonds au monde. Mais il y a aussi les bunkers pour les bombes atomiques construits par Staline. Les galeries techniques soviétiques, les vieux réseaux d'égouts du 19e siècle, un vrai labyrinthe. Dans ce labyrinthe, à partir du début des années 90, des milliers de personnes ont commencé à vivre. Des sans-abri, des orphelins, des anciens ouvriers d'usines mis à la porte du jour au lendemain. On les appelait les bestes prizorkini, un mot en russe qui veut dire un peu à peu près ce dont personne ne s'occupe. Et là, c'est le vrai problème fondamental de toute cette histoire. Ces gens n'existaient pas. Pas de carte d'identité, pas d'adresse, pas de famille qui les cherchait. Et si l'un d'eux disparaissait, qui allait les signaler? La réponse, vous vous en doutez, c'est personne. C'est dans ce vide absolu qu'il a opéré. Les premiers corps apparaissent aux alentours des années 91 et 92, retrouvés près des bouches d'égout du centre de Moscou, principalement dans 2 quartiers, Kitaï-Gorod et Tangaskaya, des zones denses historiques où les accès aux souterrains sont nombreux et peu surveillés. Les victimes, toujours le même profil, des hommes entre 20 et 45 ans, des sans-abri, des personnes que le système avait depuis longtemps perdu de vue. Officiellement, les premiers dossiers sont classés sans investigation sérieuse, mort par hypothermie, risque entre itinérants, on coche une case et on passe à autre chose. Mais quelques légistes, eux, remarquent quelque chose. Les blessures ne semblent pas être celles d'une bagarre de rue, elles sont précises, chirurgicales, presque des plaies indiquent une connaissance réelle de l'anatomie humaine. La façon d'enfoncer une lame pour que la mort soit rapide. Ce n'est pas le travail d'un ivrogne qui perd les nerfs, c'est le travail d'une personne qui connaît ce qu'il fait. Autre détail troublant, sur plusieurs scènes de crime, les vêtements des victimes sont retrouvés soigneusement pliés, pas de désordre, comme si quelqu'un avait pris le temps de les ranger après leur meurtre.
Et puis il y a des remarques sur certains corps, des morsures, des plaies qui au premier regard ressemblent à des attaques de rats, ce qui dans les égouts de Moscou n'aurait rien d'extraordinaire, mais à y regarder de plus près, la géométrie de ces marques ne correspond pas à celle d'un rongeur. Certains légistes ont posé la question à voix basse entre eux, et si ces morsures étaient humaines? Personne n'a répondu officiellement, personne n'avait intérêt à le faire. En 1993, un inspecteur de la milice du district de Tangaski, dont on ne connaît que l'initiale V. Sorokin, commence à faire quelque chose d'inhabituel pour l'époque. Il regroupe les dossiers, il remarque la récurrence, le profil identique des victimes, la proximité systématique des scènes de crime avec les accès souterrains. Les similitudes dans les modes opératoires, il commence à constituer un dossier pas officiel. Personne ne lui avait demandé de le faire. Mais il y croit. Il pense que quelqu'un ou quelque chose qui tue de manière organisée dans les sous-sols de Moscou. En 1994, il est muté. Affectation dans une ville de province à des centaines de kilomètres de Moscou. Ses notes, jamais retrouvées, jamais publiées. Ce n'est pas un hasard. Dans la Russie des années 90, les autorités locales étaient soumises à une pression énorme pour présenter des tactiques criminelles acceptables. Des investisseurs étrangers commençaient à regarder vers Moscou, des partenariats économiques se négociaient. La dernière chose dont la ville avait besoin, c'était l'image d'un tueur en série qui chassait dans les égouts. Alors, on a fermé les yeux, on a reclassé les dossiers de Sorokin. A été mis hors circuit avant de pouvoir faire trop de bruit. C'est à cette période que le surnom commence à circuler dans les souterrains, pas dans les journaux, pas dans les rapports de police, dans les conversations murmurées, les habitants des tunnels, les survivants de ce monde invisible. Krisnov, le preneur de rats. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de lui avec certitude, mais ce qu'on sait, c'est cohérent. Plusieurs témoins de survivants de la communauté souterraine interrogés des années plus tard par des journalistes indépendants russes, notamment dans les colonnes du Mokosviki Kosmosle en 1997, donnent le même portrait. Un homme d'une cinquantaine d'années, corpulence moyenne, veste de travail grise, un accent qui n'est pas moscovite, peut-être ukrainien, peut-être kazakhstan, et surtout une connaissance parfaite des tunnels. Il ne se perdait jamais, il connaissait les accès secondaires, les galeries techniques, les passages que même les habitués des souterrains ignoraient. Ce niveau de connaissance ne s'improvise pas, ça prend des années, ça vient d'un métier. Les enquêteurs qui ont très discrètement tenté de creuser ce dossier ont une hypothèse convergente. Un ancien technicien des infrastructures soviétiques, ces hommes qui passaient leur carrière à entretenir les réseaux souterrains de la ville, qui connaissaient chaque recoin et qui, avec la chute de l'URSS, ont été massivement licenciés du jour au lendemain. Des hommes, autrement dit, qui avaient perdu leur raison d'être et qui connaissaient mieux quiconque les endroits où personne ne vous cherchera jamais. Son mode opératoire était toujours le même. Selon les témoignages, il approchait des victimes avec la nourriture, de la vodka, il jouait la solidarité, le compagnon de misère, il gagnait la confiance et puis il proposait d'aller plus loin dans les tunnels. Là où il faisait moins froid, disait-il, là où personne ne vous dérangerait. Personne n'est jamais revenu de cette promenade. En 1995, une grande réforme institutionnelle transforme la milice soviétique en police russe moderne. Des milliers de dossiers anciens sont archivés, perdus ou détruits dans la transition. L'affaire Chrysolov, qui avait même jamais eu le nom officiel, s'évapore complètement. La même année, la Russie entre dans la première guerre de Tchétchénie. Toute la tension médiatique et politique est ailleurs. Moscou a d'autres urgences. Et les victimes, elles n'avaient personne pour les réclamer. C'est ça, au fond, le vrai crime dans cette histoire. Pas seulement les meurtres, mais le fait qu'une société entière
aient pu laisser se produire ou les ignorer et tourner la page parce que les victimes étaient des gens que cette société avait déjà décidé de ne pas voir. Le preneur de rats n'a probablement jamais été arrêté. Il est peut-être mort, peut-être qu'il s'est simplement dit qu'il devait arrêter un jour pour une raison inconnue. Peut-être qu'il vit encore quelque part. Personne ne sait. Officiellement, il n'a jamais existé. Ce qui me frappe dans cette affaire, et j'espère que vous le ressentez aussi, c'est que ce n'est pas vraiment une histoire monstre. C'est une histoire de fracture, une société qui s'effondre, des êtres humains qui tombent entre les mailles. Et dans ce vide, quelque chose de très sombre qui trouve de l'espace à exister. La Russie des années 90 a produit des dizaines d'affaires de ce type. Des tueurs qui ont opéré dans l'ombre du chaos. Protégés non pas par leur intelligence, mais par l'indifférence du système. Et le plus oublié de tous, peut-être. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le en commentaire et surtout dites-moi quel angle vous aurait intéressé davantage, le côté historique et géopolitique, le profil psychologique ou les autres affaires oubliées de l'URSS effondrées. Parce que j'en ai pas mal de ce sujet de l'URSS. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis, on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner et je vous dis à très bientôt.